Alors, soutenir et valoriser les entreprises du transport routier de marchandises pour un transport durable et responsable. Le développement durable, j'allais dire, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. Or, manifestement, vous êtes déjà tous engagés dans la transition. Vous n'avez pas attendu. 4,4 millions de tonnes de marchandises sont transportées chaque jour, nous le disions ce matin, avec le souci de l'efficacité, du respect des règles sociales, avec le souci de l'environnement, des autres usagers de la route, on l'évoquera tout à l'heure en parlant de sécurité routière. En 20 ans, le secteur a divisé par 2 ses émissions de NOx et réduit de 75% ses émissions de particules. Qui dit mieux ? Aujourd'hui encore, l'image du transport routier est mise en opposition avec les évolutions vertueuses en matière de transition énergétique et écologique. Or, bien au contraire, les entreprises accompagnées par la Fédération nationale des transports routiers ont poursuivi et développé des actions remarquables dans ces domaines. Ce mouvement de fond doit être à la fois accentué et enfin reconnu. Avec Objectif CO2, une démarche ambitieuse et volontaire, la profession s'est dotée d'une charte et d'un label qui valorise le haut niveau de performance environnementale des transporteurs. Le label Objectif CO2 a été pour notre entreprise une suite logique. Ce label a permis de valoriser l'entreprise. La lutte contre les polluants atmosphériques est devenue un sujet de santé publique, tant pour les résidents des villes que pour nos donneurs d'ordre. Dans le cadre du renouvellement de notre flotte de poids lourds et de véhicules utilitaires légers, le choix du bio-GNV a été incontournable. Le bio-GNV est pour nous la solution pour une meilleure intégration dans les zones urbaines. Depuis novembre 2016, le GNV, gaz naturel, et le bio-GNV, gaz issu de la méthanisation, montent en puissance. Ce sont plus de 50 stations d'avitaillement qui ont été mises en place grâce au groupement de transporteurs GNV volontaires. Le GNV, le bio-GNV, prend aujourd'hui toute sa place dans le mix énergétique du transport routier de marchandises. Le gasoil demeurera durablement le carburant de notre profession, mais le GNV constitue la solution la plus proche de nos contraintes économiques et opérationnelles. Il répond notamment aux attentes croissantes des chargeurs en matière de réduction de leur empreinte carbone, ainsi qu'aux exigences de plus en plus fortes des collectivités locales qui multiplient les restrictions de circulation. Le bio-GNV constitue l'étape ultime pour réduire considérablement les émissions du transport routier dans une logique du puits à la roue. Sous réserve d'améliorer son positionnement tarifaire et fiscal, il constitue la solution la plus performante qui s'appuie sur une technologie des moteurs largement éprouvée. 9 avril 2017, la FNTR est la première organisation professionnelle à rejoindre l'Association française du gaz naturel. Cela pour accompagner la montée en puissance des transporteurs en faveur du mix énergétique. 15 mai 2017, les premiers résultats du projet Équilibre confirment les bénéfices environnementaux et économiques du GNV. Nous rencontrons depuis le printemps 2017 la DG Climat de la Commission européenne, avec lequel nous échangeons aux côtés de professionnels rhône-alpins qui sont engagés dans le cadre du projet Équilibre, supporté par la FNTR, sur les questions d'émissions des véhicules, émissions de CO2, de NOx, de particules, et pour lequel le projet Équilibre est largement en avance sur les autres outils qui existent, y compris celui développé par la Commission européenne, en l'occurrence l'outil Vecto, qui permet de faire des simulations, mais avec un degré de finesse qui est inférieur à celui que nous avons pu faire dans le cadre d'Équilibre. Fin 2016, la FNTR signe la charte de la sécurité routière pour l'opération « Ne rendons pas son travail mortel ». 21 juin 2017, en partenariat avec la sécurité routière, la FNTR Bretagne signe « La route se partage ». Des autocollants sont collés derrière 500 camions bretons pour sensibiliser les usagers de la route à la sécurité des cyclistes en particulier. La FNTR entend bien désormais lutter contre les contre-vérités systématiques qui noircissent un secteur qui a opéré sa mue environnementale depuis plus de 20 ans. Elles ne servent qu'à légitimer des mesures ouvertement anti-transport routier. Elle veillera à ce que le modèle économique du GNV soit soutenu à travers une fiscalité incitative et bataillera pour que le transport routier de marchandises soit enfin reconnu à sa juste place comme un acteur à part entière de la lutte contre le changement climatique. Voilà, de quoi évoquer
les nouvelles motorisations, le développement durable, je sais que c'est une préoccupation constante du secteur. Là aussi, c'est un peu contre-intuitif et le travail de communication à l'égard du grand public me paraît important. Pour préparer cette rencontre, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce petit livre rouge qui donne des chiffres extrêmement précis. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les éléments statistiques. Ce sont des statistiques, ce sont des chiffres. Et c'est vrai que le transport routier de marchandises a fait des efforts considérables pour améliorer tout à la fois sa productivité et pour respecter l'environnement. Donc, nouvelle motorisation, développement durable. J'appelle Didier Saussier sur la scène, Thierry Carbonel de Renault Trucks et Jean-Claude Barcos qui est transporteur. Alors je voudrais commencer, puisqu'on parle du GNV et qu'on va vers le bio-GNV, je voudrais commencer par une petite histoire que vous allez nous raconter, monsieur Barcos, prenez le micro. C'est votre histoire, puisque vous avez créé votre propre station, et on a échangé tout à l'heure assez rapidement, vous m'avez dit ça part de la base, ça part vraiment de la base. Je voudrais que vous nous racontiez ça. Oui, mais avant tout, c'est une histoire d'homme. Vous savez, la réalité de ce qu'on a entendu ce matin, on la vit. Les grosses agglos explosent et les régions et les départements souffrent. Ça, c'est la vraie réalité. Ce qu'on entend après, on peut l'imager comme on veut, mais ça, c'est la réalité. Donc l'histoire, c'est une histoire d'homme. Je vois arriver dans mon bureau un jour une personne qui me dit, voilà, nous sommes des agriculteurs, nous avons l'idée de monter, d'ailleurs pas l'idée, mais le projet de monter une centrale de méthanisation. Donc ils sont 58 associés. Donc il me dit, voilà, pour rendre notre crédibilité, je veux dire, visible, il nous faudrait un circuit court. Ça veut dire que nous allons produire, nous allons monter cette centrale, et si à la fois vous pourriez, vous, consommer sur place, ça nous donnerait encore plus de poids, puisque l'investissement, il faut savoir quand même, il fait 15 millions d'euros, c'est pas un investissement anodin, qu'il est sur une région agricole, malgré tout, difficile, où ils ont besoin de tout. Vous savez, ces hommes, on les connaît tous, de matin de bonne heure, soir le tard. J'ai dit, écoutez, ce que vous m'expliquez là, c'est très bien, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que vous me racontez là, vous me parlez de méthanisation, moi, revenez me voir. Quand vous en serez, vous pourrez m'amener d'autres éléments. Et puis ils ont fait une petite leçon de choses économiques. Non ? Et si vous voulez, quelques temps plus tard, ils sont arrivés avec des chiffres. Ils m'ont posé les chiffres, et à partir de ces chiffres, on a commencé à réaliser un projet et s'associer à ce projet. Donc j'ai dit, écoutez, si vous me parlez comme ça, moi je ne vais pas me débiner, je viens avec vous. Si je dois vous aider, je vais vous aider. Il n'y a pas de souci, c'est parole d'homme contre parole d'homme. Le rapport, pour qu'on comprenne bien, entre la méthanisation, vous, les paysans, je comprends. Oui, j'ai bien compris, mais vous. Ben, si vous voulez, mais moi j'ai monté la station, parce qu'il fallait consommer ce gaz. Si vous voulez, on a déterminé l'acquisition d'un terrain. Alors, j'ai quand même été tout le temps plus ou moins sceptique. J'ai dit, attends, je vais me farcir des camions au gaz, qu'est-ce que je vais faire avec ces camions, moi? J'ai pas des bouteilles de gaz, comment je vais faire ça. Bon, il me dit, écoutez, si vous y croyez pas, on va venir avec vous. Ouais. On va venir avec vous et nous, on va vous montrer que si vous y croyez, nous on y croit et on va vous aider. Dit, alors là, c'est encore mieux, allez, on va y aller. Monsieur Barcos, le doute fait partie de la foi. Ouais, si vous voulez. Ah ben la foi, parlons-en, je suis à côté de Lourdes et j'y crois encore. Ah ben voilà. Mais le miracle arrive que tous les 100 ans. Alors, on a du temps. Mais il est pour vous, j'en suis sûr. Donc, à partir de là, si vous voulez, ce projet a avancé. Et la station a pris... on a débuté la station au mois d'août. Mauvais mois pour la France, le mois d'août. Il n'y a pas un chat, bien sûr. Donc, on a attendu la 3e semaine d'août. Aujourd'hui, la station fonctionne. Par contre, nous sommes sur le tuyau de GRDF parce que, comme vous pouvez l'imaginer, malgré que ça date de ce que je vous explique, c'est 3 ans. 3 ans en arrière,
Ils ont eu tout un tas de contraintes, ils ont eu des appels, ils ont eu un coup un marchand de jambon qui lui polluait ses jambons, il a fallu qu'il se déplace d'1 kilomètre. Ils ont eu tout un tas de contraintes pour arriver au bout. Donc aujourd'hui, ça y est, il n'y a plus de contraintes, leur centrale va pouvoir démarrer. J'espère qu'à terme, elle pourra alimenter, parce que forcément, quand on dit station de consommation, il y a aussi station d'injection. C'est ça. Il faudra qu'on injecte sur la station le gaz sur le réseau GRDF de manière à ce qu'il soit consommé sur le réseau. En tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est quand même un écosystème. Ça commence, absolument, comme vous le dites, par une rencontre avec des voisins. Absolument. Le jour où ils m'ont dit, monsieur, avec de la merde et du lisier, on va faire du gaz, j'ai dit cela, il y a un truc qui ne va pas dans leur système, j'ai rien compris. Moi, Et pourtant, c'est quand ils m'ont expliqué, qu'ils m'ont fait venir le bureau d'études, qui m'ont dit, monsieur, on va vous produire à peu près la valeur de 50 camions par semaine de biogaz. Ah, j'ai dit, alors là, vous commencez à m'expliquer, ça commence à m'intéresser. En sachant qu'on est vraiment dans la chaîne écologique, puisque le lisier qu'ils épandaient, qui pouvait arriver aux nappes, n'y va plus. Le fumier des bêtes et des canards n'est plus retourné dans la terre, donc il passe à méthanisation. Le rejet est répandu dans les champs et donc recyclé de manière absolument écologique. Il est sec, c'est un engrais naturel. Ouais. Ils envisagent même de faire des sacs pour les jardineries, des sacs de 20 kilos d'engrais pour les jardineries. Donc on est vraiment dans une boucle. C'est ça l'économie circulaire. C'est absolument. Rien ne se perd, avec qui on disait ça ce matin. L'économie circulaire, c'est absolument ça. Rien ne se perd. Et en même temps, si vous voulez, ces 58 agriculteurs, ça va à la fois leur donner, j'espère pour eux, du pouvoir d'achat. Et les conforter dans cette chaîne qui se veut vertueuse. Bon, le film l'a montré, le GNV est vertueux. Oui. Quand on le compare, alors ça reste de la combustion, bien sûr, mais il est vertueux quand on le compare à d'autres carburants. Didier Saussier, vous qui êtes la personne qui fabrique, l'homme qui fabrique la molécule, en partie, en tout cas. Bon, je ne sais pas si c'est dans les conditions décrites par M. Barkos. Bon, ce GNV, ce gaz naturel véhicule, est-ce qu'il est disponible aujourd'hui en quantité suffisante pour répondre à la demande qui s'exprime? Alors déjà, ce qui est disponible, c'est bien sûr le GNV issu du gaz naturel, en fait. Il y a bien sûr tout ce qu'il faut, et on a déjà les avantages du GNV qu'il faut avoir en tête, notamment la propreté en termes d'absence de particules, de faible taux d'oxyde d'azote, ce qui correspondent à des attentes extrêmement importantes, notamment dans les agglomérations et dans les zones qui sont malheureusement polluées, en fait. Après, l'étape suivante, c'est effectivement d'avoir du bio-GNV. Le bio-GNV, c'est d'utiliser du biométhane, c'est-à-dire le gaz dont M. Barkos a parlé, fabriqué à partir de la fermentation de déchets agricoles, de sous-produits agricoles, de déchets verts, de déchets agroalimentaires, de boues de stations d'épuration, et bien d'autres formes de déchets qui, dans l'avenir, seront valorisés pour extraire du gaz et fabriquer de la sorte du gaz renouvelable. Donc ce gaz renouvelable, il est épuré pour être rendu compatible avec le gaz naturel, pour se mélanger parfaitement avec le gaz naturel, de façon à pouvoir être injecté dans les 200 000 km de réseaux de distribution publique, de telle sorte qu'il n'y ait pas de... Je ne me rends pas compte ce que ça représente, 200 000... 5 fois le tour de la Terre, à peu près. Oui. Ça représente 11 millions de clients. 85% des gens qui habitent en France sont à proximité d'un réseau de gaz. D'accord. Donc ça veut dire une infrastructure extrêmement présente dans le paysage, et qui permet donc de faire le lien entre les points d'injection de ce biométhane et les lieux de consommation. Les avantages, pour qu'on ait un point de vue un peu large, les avantages du GNV, M. Barkos les a déjà en partie évoqués, vous aussi, comment on peut les résumer? Je crois qu'il y a d'abord le fait qu'on est sur un gaz propre, donc un carburant propre en termes de particules et d'oxyde d'azote, c'est extrêmement important. Ça répond à la demande de la société. Ça va répondre de plus en plus à une demande de la société et à des exigences réglementaires, je pense, locales, nationales ou européennes. Ouais. Donc il y a déjà ce premier aspect. Il y a le fait que la motorisation gaz est plus silencieuse que la motorisation diesel. Là aussi, c'est un avantage pour circuler
notamment dans les centres-villes, hein, c'est une donnée importante. Il y a l'autonomie de ce type de solution. On est sur des autonomies bien adaptées au transport régional, au transport local, avec les solutions gaz naturel comprimé, GNC, avec 300 à 600 km, voire plus pour le grand transport, avec des solutions dites GNL, donc du gaz liquéfié. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'il existe une offre de constructeurs. Il y a plusieurs constructeurs importants. Il y en a un qui est là, qui est à côté de nous. Je ne vais pas tarder à lui poser la question. Qui propose d'ores et déjà, et vous le savez, des solutions éprouvées autour de cette motorisation. Donc là, on n'est pas sur peut-être un jour il y aura. On a déjà le choix de véhicules qui peuvent rouler au GNV. Et puis, dernier point important, enfin 2 points encore importants. Une compétitivité du prix du gaz comme carburant, en fait, à peu près 20% de moins que le gasoil. Alors ça renvoie à la question de la fiscalité extrêmement importante. Je crois que tout à l'heure, Madame la Ministre sera là. C'est une question que tout le monde a sur les lèvres. Et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'on peut dire que le GNV, c'est une solution qui est bio-GNV ready. C'est-à-dire tout est prêt pour passer au bio-GNV sans avoir à changer demain ni les stations, ni les camions. Et puis, autre avantage, ce changement, il pourra se faire de façon progressive. C'est-à-dire celui qui voudra passer à 100% de bio-GNV pourra le faire, mais celui qui voudra y aller par progressivement 10, 20, 30, 50% pourra aussi le faire. Donc une très grande souplesse pour passer du gaz classique au carburant bio-GNV, donc au carburant renouvelable, qui là va vraiment présenter toutes les qualités pour être une solution du futur. Nous avons là autour de la table tous les acteurs, utilisateurs, vous-même qui produisez, contribuez à distribuer la molécule. On n'est pas producteur, mais on distribue. Le distributeur de la molécule et Monsieur Carbonel, Renault Trucks. Vous êtes chargé notamment de l'innovation, vous réfléchissez à ce sujet. Tout simplement, où en sont ces nouvelles motorisations? Parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des camions, évidemment, qui fonctionnent avec le GNV et demain le bio-GNV. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Je pense qu'il y a plusieurs leçons à tirer de tout le travail que vous avez mené, Monsieur Barcos et GRDF. C'est qu'en fait, il faut utiliser ce dont on dispose et il faut utiliser la bonne énergie dans le bon contexte. Oui. Et il y a plusieurs types de transport de marchandises. Il y a le transport grand routier, le transport régional et le transport urbain, avec des typologies et des distances qui sont fortement différentes. Nous, il nous semble qu'il n'y aura pas de substitut unique et universel au diesel. Il y aura un mix énergétique, il y aura différentes solutions pour remplacer progressivement le diesel fossile qu'on utilise. Ça signifie qu'on va passer, comme pour l'électricité, au système des bouquets. Exactement. On va sortir de la politique du tout, c'est parfois tout nucléaire, tout essence, tout diesel, à un bouquet. Exactement. Pour des applications de transport de marchandises sur des grandes distances, le diesel est clairement la solution aujourd'hui la plus pratique et opérationnelle que l'on connaisse, mais qui ne répond pas à 2 attentes fortes. Le challenge qu'on a tous sur le CO2 et le réchauffement climatique, et la question des émissions de NOx et de particules. Soit dit en passant, les dernières technologies Euro 6 Type C sont très faiblement émettrices en termes de CO2, en termes de NOx et de particules. Ce qu'on n'adresse pas, ce sont le CO2 avec du diesel fossile. On travaille avec des producteurs pétroliers, clairement, sur la possibilité d'utiliser des carburants biodiesel de seconde génération qui ne seront pas en compétition avec la graine alimentaire, donc on pourra toujours se nourrir, clairement, sur l'utilisation dans nos moteurs et nos véhicules de diesel complètement synthétique, et donc produits à partir de déchets ou de résidus industriels, et donc ne sont pas émetteurs de CO2, qui permettront sur des applications de transport routier, longue distance, de réduire jusqu'à 97% l'empreinte CO2. Sur des applications urbaines régionales, là, effectivement, les outils, c'est sans doute l'électrique et à terme le bio-GNV pour répondre à nos enjeux d'émissions de particules, de NOx, de bruit et de CO2. Donc aujourd'hui, Renault Trucks, on a une offre clairement de véhicules de distribution et de collecte d'ordures ménagères avec un moteur CNG. C'est une solution que nous, on pense transitoire, à terme, ce qu'on pense qu'il y a une vraie valeur pour la société en termes d'émissions, mais aussi pour le compte de résultat de nos clients. Ça sera des applications avec des chaînes électriques pour des applications de livraison urbaine et régionale,
des motorisations électriques, ce qui n'empêche pas de dire qu'il restera du gaz pour certaines applications, mais ce qu'on voit clairement, c'est le développement de véhicules électriques pour des applications régionales et urbaines. En 2018, nous lancerons un véhicule utilitaire électrique qui sera commercialisé par Renault Trucks en France. En 2019, nous testerons des véhicules électriques de moyen tonnage, des poids lourds électriques en France. Fin 2019, nous commercialiserons des poids lourds électriques. Et on pense clairement dans notre compréhension que dans le panorama énergétique, il y aura du diesel, des substituts de diesel, type biocarburant et carburant synthétique pour les applications grand routier, de l'électrique dans l'urbain et le périurbain, et potentiellement du bio-GNV. Potentiellement du bio-GNV si la ressource est présente, est compétitive et ne repose pas sur la fiscalité uniquement. Alors, j'ai une question sur le diesel. Je vous précise néanmoins que vous pouvez dès maintenant nous adresser des SMS pour poser vos questions au 06 44 63 11 14. C'est le numéro qui s'affiche juste derrière nous. J'avais envie de vous demander, puisque ça intéresse les gens qui sont dans la salle, qu'est-ce qui va se passer véritablement avec le diesel? Parce que ça reste aujourd'hui le carburant dominant, ultra dominant. Oui, c'est le carburant dominant et il va rester clairement dominant de nombreuses années dans le transport de marchandises. Qu'est-ce que ça signifie de nombreuses années? C'est sans doute... l'espace d'une génération? Oui, sans doute 15, 20 ans. À très long terme, mais vraiment à très long terme, on peut imaginer des piles à combustible, mais on parle d'un horizon 2030, 2040. On n'est pas du tout sur cet impôt, sur des temps opérationnels et industriels pour des piles à combustible. Donc oui, on voit le diesel encore une énergie dominante pendant 10 à 15 ans, si ce n'est plus, dans le transport routier. Monsieur Barcos, faites-nous rentrer un peu dans l'intimité de votre entreprise. Aujourd'hui, ce GNV, ça représente quelle part du carburant que vous utilisez? Comment vous imaginez votre évolution vers le bio-GNV? Écoutez, les premiers résultats, j'ai du mal à... Ça fait un mois, à peu près un peu plus d'un mois que ces camions roulent. J'ai deux surprises. Premièrement, les conducteurs. Je m'attendais à une réaction des conducteurs difficile. Hostile? On ne conduit pas cet oignon, ça n'avance pas. Attends, on passe de camions qui ont des chevaux. Pas du tout ça. Au contraire, au bout de 8 jours, on peut considérer qu'ils étaient fiers. On peut considérer qu'ils avaient adopté le véhicule. Et puis là, je vais parler économie, parce que c'est des confrères, et puis on va parler économie. Ils ont tellement peur de tomber en panne de gaz qu'ils lèvent le pied. Ils conduisent mieux. Donc, ils conduisent mieux. Comme ils se disent, attends, il n'y a pas de station partout, on n'a pas besoin de leur dire conduis bien, ils conduisent tout seuls bien. Puis, vous savez, il y a un deuxième point. Là, des Blue, on ne met plus là des Blue. C'est fini, on n'en met plus. Et puis, il y a le troisième point que nous connaissons tous. Et puis, c'est l'évaporation naturelle et surnaturelle. Alors, la naturelle, ça vient de la température. Mais la surnaturelle, celle-là, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle part. Donc, je veux dire que quand finalement on voit ces 3 points, on se rend compte que sur l'activité sur laquelle j'ai consacré ces camions, puisqu'ils passent 4 fois ou 5 fois par jour devant la station, donc ce qui permet quand même de les ravitailler régulièrement, en sachant que si on met le bon matériel, et avant d'acquérir ce matériel, Dieu sait si j'ai fait des kilomètres et j'ai visité des unités de compression pour les stations, je pense ne pas m'être trompé sur le matériel, donc on compresse très bien. Ça fait que finalement, les 600 km annoncés, ils s'y tiennent. La conduite des conducteurs s'est adaptée, et je pense que j'en suis très satisfait, et eux aussi. Alors il faut savoir que, contrairement à ce matin, aucun client ne m'a demandé, d'ailleurs les camions sont blancs, il n'y a aucune insigne comme quoi je roule au gaz, c'est personnel, cette démarche est personnelle, c'était une démarche d'homme envers d'autres hommes, une parole donnée avec une autre parole prise. Donc moi j'ai respecté ma parole et je l'ai tenue. Donc c'est aucunement des clients. Mais pourquoi vous ne communiquez pas avec Parce que je veux connaître les résultats. Je veux connaître les résultats. Je ne vais pas m'avancer au bout d'un mois d'exploitation à aller raconter des conneries. Donc je préfère... Ni après un an d'ailleurs. Oui. Ni après un mois. Donc je préfère me donner du temps, de voir les chiffres sortir, de voir les camions ce qu'ils donneront, de voir leur comportement. Mais il est évident que
si ce comportement continue et dans un domaine qui restera du régional, du grand régional, c'est une option peut-être que je prendrai avec plaisir. Alors, une autre question aussi, vous me parlez de l'électrique, c'est extraordinaire, mais vous allez brancher où? On va brancher où? Il va falloir qu'on mette de centrales électriques, parce que je vois que les pics d'hiver... Il a parlé de modèles d'alimentation mixtes. Où on va se brancher l'hiver? Déjà qu'on nous annonce d'arrêter le chauffage, moi l'électrique, j'y crois beaucoup, mais l'été, mais l'hiver, comment on va faire? Je vais vous donner la parole, mais c'est vrai, Monsieur Carbonel, qu'une des problématiques de l'électricité, c'est qu'on a du mal à la stocker. 4 millions de tonnes. Tous les jours, nous transportons 4 millions de tonnes de marchandises sur les routes en France, peut-être 10 fois plus en Europe. On ne transportera pas ça avec du bio-GNV. On ne transportera pas tout ça avec du diesel, ni avec de l'électrique. C'est un mix énergétique. La transition énergétique, c'est un investissement pour tous les producteurs d'énergie, que ce soit du CNG, du bio-GNV, de l'électrique. Et cet investissement, c'est la filière électrique et la filière GNV qui la fera, clairement. Et je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que ces investissements seront là, parce qu'il y a un marché solvable pour transporter toutes ces marchandises. Je suis assez sensible à votre idée de mix énergétique. Monsieur Saussier, vous m'avez dit, j'ai une réaction. Oui, je vous laisse l'exprimer. Je voulais dire par rapport à ce que vous avez déclaré, M. Carbonel, je suis d'accord avec vous sur le mixte, en fait. C'est clair que tant sur l'énergie que sur le transport, il faudra demain combiner plusieurs sources d'énergie, plusieurs modes de carburant, parce que les besoins sont extrêmement variés. J'embarque là-dedans le transport utilitaire léger, véhicule personnel. Ces besoins vont changer, les solutions sont multiples, il faut donc effectivement combiner. On est déjà rentré dans l'ère de la combinaison et du décloisonnement des approches énergétiques. Par exemple, on travaille en ce moment sur des projets où les excédents d'électricité, parce que demain il y aura de plus en plus d'électricité renouvelable, mais le problème c'est le stockage, et donc on a parfois de l'énergie disponible, mais pas au moment où on en a besoin. Et quand on en aurait besoin, on ne l'a pas. C'est le problème de l'électricité. Donc dans les solutions qui sont envisagées, par exemple, il y a la transformation de cette électricité excédentaire, électricité renouvelable, en gaz, à travers l'hydrogène injecté dans les réseaux de gaz ou de l'hydrogène combiné avec du CO2 pour faire du CH4, du méthane de synthèse. Donc on va aller vers vraiment une approche mixte, je suis d'accord avec vous. Alors je veux quand même vous rassurer sur le fait que dans ce mix, le GNV et le bio-GNV pourraient avoir une place particulière, pas hégémonique, mais une place particulière notamment au niveau des poids lourds, parce que le développement, tout repose sur quel développement de la production des gaz verts, en fait, en France. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a 39 sites en France qui injectent du gaz renouvelable dans les réseaux de distribution, les fameux 200 000 km de réseau dont je parlais tout à l'heure. Le 39e, c'est la semaine dernière, à Vienne, dans l'Isère, donc sur un territoire que je connais particulièrement. Il y en aura 49 ou 50 à la fin de l'année, 100 l'année prochaine, en fait. Et si je regarde dans une région comme celle dans laquelle je travaille, il y a aujourd'hui 5 projets qui ont été mis en service dans l'année, alors qu'il n'y en avait qu'un qui était opérationnel l'année dernière. Et il y a surtout 120 projets en portefeuille pour créer des sites dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique qui montre que création d'un réseau. Il y a vraiment un développement très rapide du biométhane. On espère encore plus rapide dans l'avenir, mais il y a un vrai développement. Quand on prend les projections qui ont été faites par l'ADEME, on voit que et quand on superpose des hypothèses, bien sûr, de montée en puissance du besoin de bio-GNV pour les camions, et en parallèle, la courbe de production du biométhane, on voit que pour l'ADEME, c'est un scénario qui a une certaine valeur, à partir des années 2024-2025, le biométhane est largement au-dessus du bio-GNV, en fait, si on imaginait que tous les camions GNV soient au bio-GNV. Donc on a des possibilités qui sont importantes. On espère, on est en train d'y travailler, aller au-delà du scénario qui est aujourd'hui dans la loi, qui est un scénario 10% de gaz vert en 2030. On est en train de challenger un certain nombre de parties prenantes, et notamment les pouvoirs publics, pour imaginer un scénario à terme de 100% de gaz vert, et donc avec un point de passage en 2030 qui serait plus ambitieux que les 10%, nettement plus ambitieux que les 10%. Et puis il y a une échéance qui a été fixée par le ministre, qui est la disparition totale du diesel. Réaliste ou pas, ça?
Je ne sais pas, je n'ai pas à donner d'avis, mais ce qui est sûr, c'est que le diesel sera, comme M. Carbonel l'a rappelé, dans le paysage pendant encore plusieurs années, voire plusieurs décennies, et que, en revanche, les solutions alternatives, et il y en aura plusieurs, vont monter en puissance, et je l'espère, dans un rythme de plus en plus soutenu. Pour l'instant, les référentiels sur lesquels on se base, c'est le taux de NR dans les transports, qui sont dans la loi. On parle de 10% en 2020 et 15% en 2030. On parle de 10% des camions au gaz en 2030 dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Moi, je pense qu'il y en aura plus que ça, mais c'est déjà un point qui est inscrit dans la loi, et donc c'est déjà un point de repère intéressant. Donc on voit bien qu'on est au début de cette dynamique. Ce qui est important, je crois, c'est qu'il y ait d'une part de l'ouverture pour aller vers des solutions complémentaires, et deuxièmement qu'on ait bien la certitude qu'il y a une cohérence entre le développement de la production des gaz verts en France et la montée de l'usage du bio-GNV dans les années qui viennent. Et si je peux me permettre, une fiscalité incitative. L'État, dans cette opération, peut jouer un rôle qui est le rôle de l'incitation. On s'aperçoit d'ailleurs qu'en économie, les incitations sont plus efficaces que les contraintes. Orienter les politiques de consommation avec une fiscalité attractive, ça marche mieux. Enfin, Florence Berthelot le disait tout à l'heure, la carotte marche mieux que le bâton. Il y a bien sûr la fiscalité, mais il n'y a pas que ça, mais il y a bien sûr la fiscalité. Bon, vous connaissez mieux que moi les points qui sont challengés actuellement avec les pouvoirs publics. Je peux vous dire qu'avec les transporteurs, j'ai vu tout à l'heure M. Prabel qui est dans la salle, on a pu, le 29 septembre, dans la vallée de l'Arve, à Chamonix et à Saint-Pierre-en-Faucigny, intervenir directement auprès de la ministre du Transport, avec un langage totalement cohérent et convergent des transporteurs et de GRDF. On a le sentiment d'avoir une très belle opportunité, d'avoir pu passer vraiment de la pédagogie sur le besoin d'avoir une cohérence entre l'affichage et les mesures pratico-pratiques au niveau fiscal. Donc vous verrez peut-être, nous verrons ensemble tout à l'heure ce que dira Madame la Ministre. Je voudrais dire aussi qu'il y a d'autres dispositifs qui sont en place. Il y a eu l'appel à projet GNV de l'ADEME qui a été lancé en 2016, qui était certes un petit peu complexe et n'a pas eu tout le succès, mais il a été relancé, vous le savez, au deuxième trimestre 2017. Et sans parler à la place de l'ADEME, mais probablement qu'on devrait voir plusieurs projets importants et plusieurs dizaines, voire peut-être une petite centaine de stations qui pourraient être accompagnées dans le cadre de ce dispositif. Donc on voit bien que c'est une autre forme d'incitation pour qu'on aille vers un maillage de stations qui ferait qu'au début... Satisfaisant. Un maillage suffisant pour vraiment accompagner ce décollage avec une cible à 250 stations pour 2020. Et ça semble réaliste puisqu'aujourd'hui on est à 70 stations publiques. Je mets de côté les stations privées, il y en a plus de 200. On est à 70, il y en avait 50 à fin 2016. On pense qu'il y en aura 90 à la fin de l'année 2017. De cette année. Et en 2018, on est sur une cible entre 130 et 140. Donc on voit bien que la tendance est prise et il y a vraiment une dynamique sur les stations. Cette dynamique, on la trouve aussi sur les camions, puisque quand on regarde sur le dernier trimestre les immatriculations de poids lourds, il y a 20% de hausse en 3 mois entre mai 2017 et août 2017 sur les camions GNV. Alors certes, on est encore sur des petits volumes, bien entendu, mais là, on voit que c'est en train de partir. Et là aussi, de façon très cohérente, les stations sont en train de se développer, les camions sont en train de monter en puissance en nombre. Je prendrai encore une fois l'exemple de la région que je connais. Sur la région sur laquelle je travaille, il y a aujourd'hui 3 stations publiques qui sont en construction, qui seront opérationnelles avant la fin de l'année. Il y a eu 4 stations privées en parallèle qui ont été ouvertes cette année, mais il y en a 15 qui sont en construction, des stations publiques, et qui sont en projet vraiment très avancé pour être opérationnelles fin 2018, début 2019. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique sur le GNV qui avance. Oui, il y a une tendance, il faut toujours observer les tendance très importante et qui monte vraiment. Bon. Monsieur Carbonel. Oui, je voulais rassurer ceux qui sont inquiets pour le chauffage électrique l'hiver. Je voulais vraiment les rassurer par rapport à ça. Vous savez, il y a 20 millions de voitures particulières en France. Ça sera la fin du moteur thermique, clairement. Les 20 millions de voitures qu'on a tous vont switcher progressivement vers des moteurs électriques. C'est la solution pour la voiture particulière. Ça commence d'ailleurs. Ça commence et ça sera la solution. Si on sait produire de l'électricité pour 20 millions de voitures, je ne suis pas inquiet pour un parc de 500 000 poids lourds.
et je ne suis pas inquiet pour notre chauffage électrique l'hiver. Bon, voilà. Très bien. L'échéance du véhicule autonome, puisqu'on l'a évoqué, je m'adresse plutôt à vous, parce que c'est vous le constructeur. Merci. Alors, l'échéance du véhicule autonome, c'est une vraie question, en fait. Vous y travaillez? On y travaille. On pense qu'il y a des degrés d'autonomisation et des aides à la conduite qui vont nous permettre d'apporter de la valeur ajoutée en sécurité, facilité de conduite dans des environnements urbains, moins charger le conducteur d'attention, de tâches, etc. Donc pour nous, ça doit à terme être des compléments qui vont aider le conducteur à être un utilisateur beaucoup plus à l'aise, avec moins de risques d'accident pour les piétons, pour les autres utilisateurs de la route, pour le véhicule et la marchandise. Ça doit renforcer la sécurité. On aura des gains de consommation parce que, par exemple, dans le platooning, clairement, il y a un effet aérodynamique lorsque les véhicules se suivent. On a des petits gains de consommation. On n'imagine pas, clairement, des véhicules sans chauffeur dans des problématiques de livraison. Dans un horizon de 10 ans, on n'imagine pas, nous, des véhicules sans chauffeur. Mais 10 ans, c'est demain. C'est peu et beaucoup. Voilà. Mais on ne voit pas la disparition du chauffeur routier à court terme. Bon, très bien. Ce qui confirme un peu les scénarios envisagés tout à l'heure par Florence. Monsieur Barkos, vous êtes au début de l'utilisation de ce nouveau modèle. Est-ce que vous vous êtes donné des échéances? Est-ce que vous dites j'attends, j'ai un plan à 1 an, à 3 ans, à 5 ans? C'est clair que sur 1 an, je me donne 1 an pour avoir les premiers résultats. La viabilité, ça va être la part importante. Et après, de la communication, le but, ça va être de communiquer sur cette manière de rouler. Donc ça, c'est prêt. Ça peut intéresser certainement certains clients. On voit qu'à la présentation de ce matin, des clients sont intéressés. Donc pourquoi pas gagner éventuellement des parts de marché en proposant un véhicule propre, en proposant un véhicule vert et en ayant un temps d'avance sur les autres. C'est simplement ça le but, quoi. Vous savez, il y a une grande enseigne de la distribution qui parle du commerce qui profite à tous. Le transport qui profite à tous, au fond, c'est ce que vous êtes en train de me décrire. Vous vivez dans un territoire, un terroir avec des individus qui sont des entrepreneurs. Les agriculteurs sont des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs du vivant. Mais au fond, vous leur achetez quelque chose, vous leur permettez d'élargir l'assortiment des produits à vendre. Bien sûr, ça va dans le bon sens, si vous voulez. J'espère pour eux que ça leur fera un revenu supplémentaire et qu'on entend les difficultés qu'ils ont. Surtout chez nous, cette année, ils ont dû abattre tous les canards. Vous n'aurez peut-être pas de foie gras cette année, mais bon, avec les difficultés qu'ils ont, si cela peut leur donner du revenu et à la fois montrer aux gens que finalement ils correspondent dans la filière, dans une filière circulaire respectueuse, puisque c'est ce qu'on leur reproche, puisque comme je vous expliquais, comme ils m'ont expliqué, il n'y aura plus de lisier dans les champs, il n'y aura plus de fumier dans la terre, tout sera recyclé, donc on rentre dans un cercle vertueux où ils peuvent être 100% gagnants, il est clair qu'ils peuvent. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme chef d'entreprise de l'État, dans cette transition? N'attendez rien. Alors là, je peux vous dire, là, je vais vous dire, pour l'avoir vécu, c'est une tristesse lamentable. Vous avez tous ces hommes politiques qui se collent à vos vestes en essayant de se faire photographier sur les projets, mais je n'ai pas eu 1 centime d'euro d'aide. Non, moi je vous le dis, je n'ai pas eu 1 centime d'euro d'aide. Donc, la réflexion, c'est de dire, si tu veux t'aider, aide-toi. Ça, c'est la première chose qu'il faut se retenir. Bon, mais qu'est-ce qu'on je parlais tout à l'heure des incitations, le rôle des incitations, la fiscalité sur les carburants, c'est quand même un modèle soit incitatif, soit désincitatif. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on a fait cet investissement, c'est aujourd'hui au niveau des taxes actuelles. Ouais. Il est évident que si on change la donne et qu'on modifie les taxes actuelles pour les reporter sur le gaz, ça sera un autre discours qui va se tenir. Aujourd'hui, on part... Et je parle d'une fiscalité actuelle, présente, en sachant les taxes qu'on a. On sait qu'aujourd'hui, le différentiel de coût est à peu près de 20 centimes entre le gasoil et le gaz. Si on modifie
pendant le match les règles du jeu, quelqu'un va être perdant, il est clair. Donc aujourd'hui, peut-être, j'espère, ce soir, la ministre pourra dire quelque chose là-dessus. Mais si on veut que cette filière continue à progresser, se développe, et je pense que, alors là, il y a peut-être de mes confrères qui sont dans un milieu rural, peuvent aussi aider ces gens-là pour dupliquer ce que j'ai fait, ce qui serait possible. Je pense que c'est une solution. Mais vous savez, la récompense, ça marche toujours. C'est-à-dire quand on veut récompenser les comportements vertueux, finalement, ça profite à tous. Oui. Ça profite à toute la société, à vous, chef d'entreprise, aux gens qui travaillent avec vous, à votre entourage. Je veux dire, ça rapporte même à l'État. Donc c'est vraiment gagnant 3 fois. Vous voulez dire un mot, monsieur Saucier? Oui, je voulais juste ajouter que... Puis on prend les questions juste après. Il y a bien sûr tout le travail avec l'État, les pouvoirs publics, qui est extrêmement important sur différents plans, dont celui de la fiscalité. Hein. Mais il faut aussi travailler à la maille des régions. Vous savez que les régions ont de plus en plus de responsabilités, de compétences, notamment dans le domaine de l'énergie, mais aussi pour partie dans le domaine du transport. Et je voudrais citer des exemples de régions qui ont pris des initiatives importantes pour encourager l'accompagnement vers le GNV des transporteurs. Il y a un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé sur la région Nouvelle-Aquitaine cette année. Il y a un dispositif qui vient d'être voté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est co-construit avec l'ADEME et GRDF. Et la région va accompagner les acquisitions de véhicules dans le prolongement de la démarche Gène volontaire qui avait été créée il y a 3 ans sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour créer une douzaine de stations publiques supplémentaires. Donc vous voyez, il y a aussi des modes d'action. Ça c'est concret. Et ça c'est important d'aller voir les acteurs régionaux, d'aller les voir aussi avec les professionnels qui soient mobilisés à côté d'acteurs comme GRDF, à côté d'acteurs comme l'ADEME aussi bien sûr, pour pouvoir créer des conditions de développement en région. Vous nous dites qu'il faut aller chasser en meute. Exactement. C'est ça. Alors, nous prenons vos questions au 06 44 63 11 14. Première question, je ne sais pas qui veut y répondre. Y a-t-il un différentiel de coût de production entre bio-GNV et bio-diesel? Je pense que ça s'adresse à vous, monsieur Saucier. Enfin, plus qu'à vos voisins. Alors je ne sais pas, parce que biodiesel, je ne suis pas un grand spécialiste. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un coût de production du biométhane qui est plus élevé que celui du gaz aujourd'hui, en fait, mais qui est couvert par un système qui permet de contrebalancer ce surcoût, en fait. Hein. Et puis aussi, peut-être évoquer sur le moyen terme, qu'il y a une question sur les énergies, en fait, qui va devenir extrêmement importante sur les notions de coût. C'est à quel prix, un jour, on payera la tonne de carbone, et cette question, elle est sur la table depuis longtemps, mais un jour, elle va déboucher. Et bien entendu, elle va rebeloter un certain nombre de choses et valoriser davantage les énergies renouvelables. Aujourd'hui, elle est estimée à... C'est pas 15 €. Oui, c'est très peu. C'est ridicule. C'est très peu, et en fait, on parle de scénarios qui vont beaucoup plus loin, de scénarios intermédiaires. C'est clair que ces questions-là, en fonction de l'importance accordée à l'impact CO2 par rapport à l'opinion publique, par rapport aux décisions des pouvoirs publics dans ce domaine-là, ce critère-là va être aussi un critère déterminant dans les prochaines années sur le coût de l'énergie et va redonner un avantage concurrentiel aux énergies renouvelables. Deuxième question. Que pensez-vous du potentiel des véhicules à l'éthanol comme au Brésil? Je vous vois cligner des yeux. C'est une très bonne question. En fait, effectivement, hein, au Brésil, il y a un parc essentiellement en VP, en voiture particulière d'éthanol. On sait faire des moteurs à éthanol, hein, ça marche très très bien, ce sont des technologies matures. On retombe sur la problématique du mix énergétique. Je pense que l'éthanol peut avoir du sens si on a une filière de production d'éthanol en Europe qui n'est pas émettrice de CO2. Autrement, on n'a rien résolu dans le système. Donc techniquement c'est possible, la solution est là, mais on revient sur la disponibilité et la distribution de ce type de carburant, et pour l'instant en Europe c'est compliqué. Monsieur Saucier ? Ce que je peux rajouter, c'est qu'au Brésil il y a aussi du GNV en fait. Hein. C'est un des pays où le GNV se développe. Il y a beaucoup de pays émergents comme le Brésil où les solutions gaz comme carburant sont en développement important. Autre question. Qui revend
le biogaz issu de la méthanisation dans le cas évoqué par M. Barkos, GNC ou GNL, supporte-t-il des taxes? Comment se situe son prix de vente par rapport au GNV traditionnel? Oui, allez-y. Je réponds peut-être à la première partie. Allez-y. En fait, le dispositif qui existe en France, est cadré par la loi, c'est qu'un producteur de biométhane vend dans des conditions qui sont établies par des décrets, donc qui sont extrêmement clairs en fait, hein, et qui font l'objet de contrats sur 15 ans. C'est un prix administratif. C'est un prix qui est fixé par l'État en fait, hein, pour encadrer le décollage de cette filière. Et ce producteur vend ce gaz en fait à des fournisseurs de gaz, donc EDF, Direct Energy, Engie, Enel, Endesa, enfin tous les fournisseurs qui en France sont présents, qui achètent ce gaz et qui ensuite ont la capacité de revendre à leurs clients soit du gaz naturel, soit du biométhane, soit une combinaison des deux. D'accord, très bien. Deuxième partie de la question. Non, elle est partie, bien. Quels sont les gains environnementaux du bio-GNV par rapport au GNV? Et puis vous direz un petit mot. Oui, vous compléterez, M. Barkos. En fait, les gains environnementaux du bio-GNV sont d'abord les gains du GNV, c'est-à-dire en termes de carburant propre, sur les particules, sur les oxydes d'azote. Et ensuite, le gain du bio-GNV, c'est le bilan CO2, où on passe d'un gain CO2 pour le GNV qui est estimé selon les comparaisons entre 5 et 15%, à un gain de l'ordre de 80%, lié au fait que le biométhane est un produit renouvelable et que quand on intègre la production du biométhane, on a donc un bilan global qui est très favorable. D'accord. Oui. Monsieur Barkos. Simplement pour expliquer que le bio-GNV donc, est aidé par l'État. Donc on le paie plus cher. Hein. Le bio-GNV est plus cher que le GNV, c'est évident. Mais il est aidé par l'État? Oui, ils sont obligés. Les agriculteurs mais vous le payez obligés, plus cher. C'est-à-dire qu'il y a quand même une compensation les agriculteurs sont obligés de le réinjecter dans le réseau, le vendre à un gazier qui, lui, le revend forcément plus cher. D'accord. Mais bon. Bon. Vous utilisez ça, du bio-GNV? Oui. Bon. Autre question. Quels sont les gains? Ah ben non, c'est la question qu'on vient de poser. Est-ce qu'on en a d'autres? Peut-être si. La France semble être un des rares pays de l'Union européenne à aller vers le GNV ou le GNL. Sommes-nous en avance sur nos voisins? C'est vrai qu'il y a deux options. Alors là, je vais vous dire... Il y a deux options, là. Hein. Oui, là, c'est faux. C'est parce qu'on ne sort pas assez. Parce que si vous voulez, pour pouvoir monter ma station, il a bien fallu que je me rende compte que de visu, comment ça marchait. Et je n'ai pas été très loin, je me suis retrouvé en Italie, j'ai dû me mettre un bloc de glace sur la tête parce que m'asseoir, j'en revenais pas, quoi. Les stations, c'est la queue, on est complètement en retard, quoi. C'est hallucinant. Je me suis assis, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. C'est certainement pas nous qui poussons à être les premiers. Les autres pays, toutes les marques, alors c'est un paradoxe, toutes les marques que nous connaissons sur le marché ont des véhicules au gaz. Mais nous, en France, on ne le sait pas. Mais toutes les marques possèdent des véhicules au gaz. Et c'est là, quand j'ai assisté, puisque je voulais voir la station fonctionner, puisque je vous dis que c'est ce que je souhaitais, hein, pour l'acquisition, ben là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un défilé, il y avait 6 pompes, mais c'est incroyable, quoi. Vous, M. Carbonel, vous qui avez peut-être une vue européenne, vous vendez des camions un petit peu partout, on est plutôt en avance ou pas? Manifestement, non. Je pense que si on devait faire une image moyenne de l'Europe, ce qui ne veut absolument rien dire, hein, on est dans la moyenne, parce qu'effectivement, vous citez le cas de l'Italie, hein, qui est tout à fait juste. Hein, en revanche, il y a d'autres pays européens, la Suisse, il n'y a absolument rien sur le GNV et le bio-GNV, parce qu'ils considèrent, pour l'utilisation poids lourd, parce qu'ils considèrent que c'est émissif de CO2, et il y a une taxe très très forte pour tout ce qui émet du CO2, de 30 € pour 100 km pour un poids lourd. Mais la Suisse n'est pas dans l'UE. Exactement, mais c'est quand même dans l'Europe. Elle n'est pas en Europe, en fait. A contrario, en Angleterre, alors certes, ils ne sont pas encore sortis. En dehors. En dehors, il n'y a pas de GNV, donc c'est assez contrasté. Il y a des pays qui sont plus en avance, il y a des pays qui sont beaucoup moins en avance. Je pense qu'on est plutôt dans la moyenne, en fait, si on devait moyenniser. Donc c'est pas aussi blanc ou noir. Mais M. Saucier, la question qui est posée, c'est plus qu'une question de disponibilité, c'est une question de stratégie. Est-ce que c'est une bonne question, d'ailleurs? Est-ce qu'on se trompe ou pas? Est-ce qu'on va dans la bonne direction?
Alors, j'ai pas de boule de cristal pour dire si on va dans la bonne direction, mais... non, mais on a quand même quelques éléments d'appréciation. Bien sûr qu'on va dans la bonne direction, parce que, en fait, le sens de l'histoire, c'est de fabriquer de l'énergie de moins en moins fossile et de plus en plus renouvelable, de la fabriquer sur les territoires, c'est-à-dire de basculer d'un concept où on importait de l'énergie fossile, où progressivement on va en importer de moins en moins, progressivement, pas en 6 mois, bien sûr, et on va fabriquer plus d'énergie locale, on va combiner ça avec de la performance énergétique pour avoir moins de consommation d'énergie dans tous les secteurs, le bâtiment, le transport, l'industrie, et c'est comme ça que ça va évoluer probablement progressivement. Et comme le monde est fait d'incertitudes et que personne ne peut garantir exactement ce qui se passera dans 10, 15, 20, 30 ans, effectivement, il faut rester dans une logique de complémentarité, de mix énergétique, pour avoir plusieurs options complémentaires et qui vont mieux répondre à tel ou tel type de besoin, en fait, pour telle solution, et laisser toutes les options robustes, éviter à tout prix, on l'a dit, de retomber dans le monosolution, dans le tout ceci ou le tout cela, en fait. Qui, même pour une bonne solution, si on la pousse trop loin, ben finalement on atteint les limites et elle devient une solution très moyenne, voire mauvaise, en fait. Donc il vaut mieux avoir un mix. Et je crois que c'est aujourd'hui un point qui commence à émerger, d'accord, de tous les acteurs. Dans une question qui est passée avant, c'était la question les coûts du bio-GNV et du bio-diesel. Ben, c'est du simple au double, puisque le bio-GNV, c'est une plante qu'on cultive, qu'on est obligé de cultiver, le bio-GNV, ça vient des plantes. Alors que le bio-diesel, c'est des plantes qu'on cultive, alors que le bio-GNV... Alors on cultive des... Non. Ah si, le biodiesel. Ah oui, bon. C'est de la culture. C'est de la culture. Ah oui, alors que le bio-GNV, c'est la merde. C'est une formule, non? Ah oui. Non, c'est une image. J'espère que ça ne sera pas le résumé de l'intervention. Monsieur Barcos... C'est pourtant ça. Monsieur Barcos, vous me confirmez... Je confirme. Vous confirmez que les miracles ont lieu à Lourdes, quand même. Hein, ça, c'est tous les ans. Depuis, j'ai compris ça. Bon. Oui, je crois que la question de est-ce qu'on fait une fausse route ou pas, c'est une question très sérieuse, en fait, parce qu'il y a des coûts d'infrastructures massifs, des investissements massifs par des investisseurs privés, pour produire, pour purifier, pour injecter, pour distribuer, des investissements des constructeurs. Et tout ça, aujourd'hui, c'est porté par un ensemble fiscal plutôt favorable. Quelle visibilité, quelle pérennité a-t-on en France sur la fiscalité pour un usage privé, pas grand public? C'est extrêmement questionnable. C'est capital. La fiscalité, c'est non seulement un dispositif de mécanique fine, mais ça mobilise l'idée de la lisibilité et de la durée, parce qu'on ne peut pas demander à des chefs d'entreprise d'investir dans le brouillard, dans des situations d'incertitude. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Je vous salue. À tout à l'heure, monsieur Barcos. Pas de souci, on va se raconter les histoires des Pyrénées. Tant que vous voulez.